Entre la Haute-Belgique au sud et la Basse-Belgique au nord, s'étend une langue de territoire que l'on appelle la Moyenne Belgique. Une terre du milieu, de plus en plus peuplée au fil des générations, par des hommes et des femmes qui ont choisi d'y vivre et de l'aimer. Des caractères bien trempés qui se laissent découvrir depuis le ciel ou en s'arrêtant chez eux au gré des vents et des inspirations. Au milieu de la terre du milieu, se dresse une sculpture qui signe le centre géographique du pays. La Moyenne Belgique s'étend à l'est et à l'ouest de ce centre, sur une ligne de 180 km qui traverse les bas plateaux de la SB, des Brabants flamands et wallons, et du Hainaut. Entre 100 mètres à 200 mètres d'altitude, la Moyenne Belgique invite à un voyage empreint d'histoire et un futur en ébullition. Le Brabant wallon, la plus jeune et la plus petite province du pays, est née en 1995. Une demoiselle à peine en âge de s'affirmer, flirtant à la fois avec une population de plus en plus huppée et un pays resté rural et authentique. À Bousseval, le long de la Nationale 25, il n'est pas rare d'entendre à la tombée de la nuit un loup hurler. L'Arche est un refuge pour animaux et son responsable, Bernard Daune, avoue secrètement préférer leur compagnie à celle des hommes. Certains animaux ont des noms. Dans les chameaux, il y a Pacha, il y a Ali. On a Lulu ici, dans les ratons laveurs. On a Yoda, les chevaux, Célia, Lama Nuts. Ça, c'est notre émeu. On l'a appelé Bip Bip. Youk! Tiens, voilà toi. Roxane. J'ai toujours aimé les ours. Peut-être parce que j'avais un petit ours quand j'étais petit, c'est possible. Que c'est de là que ça vient. J'avais mon petit Teddy. Teddy Bear. L'Arche, on s'occupe surtout de la protection animale. D'un côté, donc, on recueille beaucoup les animaux que les gens ont achetés et ne veulent plus pour des motifs différents. Alors on fait aussi la revalidation, c'est-à-dire que les animaux de la faune de chez nous qui est en détresse sur la route, accidentés, les gens nous les amènent aussi. Les animaux qui ne sont pas en ordre de papier ne peuvent pas être présents dans un parc zoologique, mais ils peuvent venir chez moi, si j'ai la place. Allez, venez, allez, 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 filles. Pour l'instant, il n'y a pas de danger, c'est pas la période de rut. Mais si c'est la période de rut, à part moi qui rentre dedans, c'est tout. Le reste, il est dehors tout de suite. Parce que quand ça cherche, il y a intérêt à avoir des arcs pour se mettre derrière, si on a le temps. Disons que sur les animaux qui rentrent, on est à 70%, 60-70% de départ. Dès qu'ils peuvent partir, ils partent. Ça, comme dans les exotiques, ils restent beaucoup ici. Ils restent ici jusqu'à leur mort.
Ça, ce sont les derniers tiques qui étaient chez Bouglione. Mais pratiquement tous ces fauves sont passés chez moi. C'est Panthère, sa Panthère est morte l'année passée, elle avait 19 ans. Ces pumas sont venus ici, ils sont morts aussi de vieillesse. Toy. Oh, oui. On fait ça au cinéma. Hein. On va chercher le surplus de viande à la base militaire de Beauvais-Charles. Comme ils ont 2 loups qui sont mascottes, ils ont donc aussi une autorisation pour récupérer de la viande dans un grand magasin. Je vais chercher leur surplus, quoi. Salut Bernard. Salut Stéphane. Ça va? Ouais. J'ai beaucoup. T'as beaucoup? Ouais. Le surgélateur plein, puis ils ont fait une chasse nocturne, donc il y a une quinzaine de lapins. Il y a tout des lièvres côté. Ok. C'est le dernier. Pour 4 jours, moi j'ai fini ça. Et j'ai 30 renards pour l'instant. Hein. 30 renards. 30 petits. Donc ils mangent, pour l'instant ils vont remonter à 1 kg par bête, plus les miens, donc il faudra 40 kg pour tous mes renards, rien que pour les renards, sans compter le 30 reste. kilos, c'est ce que je donne par semaine. Ah oui. Moi j'ai donné ça par jour. Donc tu vois... Ah ouais. Aïe. Je connais mon enclos. En le faisant moi-même, je connais tout, mon matériel et tout. Et alors quoi? Ah, problème avec. J'ai jamais été en Afrique, j'ai jamais été. Je regarde les documentaires, ouais, bien sûr. Mais autrement, non. Oh, ça me plairait, mais bon, il faut avoir du temps aussi. Allez, gamin. C'est toujours quand je ne serai pas là qu'il va y avoir des problèmes. Le paysage du Brabant wallon laisse entrevoir au détour d'un bois un étrange édifice moyenâgeux. L'abbaye de Villers-la-Ville, créée au XIIe siècle par les moines cisterciens. Depuis quelques décennies, le rayonnement culturel de l'abbaye a retrouvé quelques couleurs grâce au spectacle de théâtre donné ici chaque été. La région naturelle de la SB, dite sèche, révèle un bel exemple de paysage à champ ouvert. Les cours d'eau sont rares, mais le sous-sol est perméable et l'eau s'écoule facilement. La traditionnelle ferme esbignonne, en quadrilatère, se distingue et domine toutes les autres habitations. À Fex-le-Haut-Clocher, l'une d'entre elles abrite la part des anges, créée par Étienne et Thibault. Un whisky 100% belge est né de l'envie d'un homme amoureux de la terre. C'est presque une mer verte, hein. Enfin, c'est splendide. À la base, c'était juste une association professionnelle de vente d'orge pour un distillateur. Bon, l'histoire a fait qu'une amitié en est née et que le projet en a découlé. Aujourd'hui, en créant mon whisky, j'ai atteint un idéal de vie. C'est une sérénité, c'est une passion, c'est un plaisir, c'est magique. Avec un whisky single malt, on ne peut utiliser que 2 choses très simples, de l'eau
et de l'orge. J'ai cherché la meilleure terre, même si j'avais à cœur de montrer la valeur du terroir de chez nous, je ne savais pas à quel point elle était riche. Moi, j'ai toujours habité ici derrière, dans la ferme familiale qui abrite aujourd'hui la distillerie. C'est une ferme où mes parents ont vécu, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, et j'imagine beaucoup d'autres avant eux. Et maintenant, j'ai la chance d'y travailler quasiment tous les jours de l'année, et c'est une chose dont je ne me lasse pas. Thibaut est à la fois l'agriculteur, donc c'est lui qui va semer, qui sème année après année l'orge, qui le moissonne, mais au-delà de ça, il est aussi macérateur. Donc, en fait, il a transformé son métier d'agriculteur en transformateur de sa matière première et c'est devenu une passion. Il nous crée le sucre et il est à la base de la fermentation qui va générer ces senteurs et ces parfums fruités et floraux qui sont générés par la minéralité de son terroir. C'est une idée qui a fait son chemin. C'est une idée qui au début, chez moi, est partie d'une curiosité, de chercher à savoir qu'est-ce qui était fait, comment et pourquoi. Donc, à partir de là, la machine était en route. Et les personnes qui me connaissaient en Écosse savaient que j'étais à la recherche d'alambics d'occasion écossais. Et ils m'ont téléphoné. « Are you still interested into second-hand steel from Scotland ?» Bien sûr, oui. Et on a maintenant 2 alambics écossais ici, en plein cœur de la Belgique. Extraordinaire, fabuleux. Enfin, je trouve ça, c'est un miracle. Cette machine, en fait, c'est un sève. Elle vient d'Édimbourg et elle accompagne les 2 alambics avec lesquels je distille. En fait, c'est mon tableau de bord. C'est grâce à ça que je peux mesurer le degré d'alcool et la température de distillation. Et c'est avec le distillat qui est récolté dans cette cuve que je vais remplir les tonneaux. Ils vont vieillir 3 années, plus un jour minimum. Chaque tonneau donne son propre mariage. Et donc, chaque tonneau a son caractère et son impact sur le whisky. Et donc, chaque embouteillage sera toujours différent d'un autre embouteillage. Je ne veux pas créer un whisky toujours similaire, mais j'accompagne la nature dans sa transformation. Et voilà. Et comme la nature est excellente, j'espère pouvoir créer quelque chose d'excellent. Priorité d'abord à la nature, et l'objectif c'est que dans 150 ans, la nature nous donne toujours la qualité et l'excellence. Ce sera peut-être plus nous, mais bon, on peut quand même veiller au futur. Qu'il soit wallon ou flamand, le sol limoneux du Brabant accueille une foison de cultures céréalières, ainsi que la betterave sucrière. Plus vers le nord, la région s'affirme de plus en plus fruitière. De temps à autre, un champ se fige sous les serres agricoles. La vallée de la Jette s'étire de la Wallonie à la Flandre. Les cours d'eau de la Grande et la Petite Jette façonnent un paysage de moins en moins vallonné. Nous sommes aux portes de la Campine, dans la partie du territoire qu'on appelle le Hageland. Rendez-vous ornithologique exceptionnel, la réserve naturelle du Vine dans la vallée de la Jette a connu au fil du temps une histoire naturelle tumultueuse. Jadis, il fut le plus grand lac naturel de Belgique, avant d'être drainé en 1841 et puis couvert de peupliers en 1930. Aujourd'hui, le lac a retrouvé ses droits et sauve les villages avoisinants des inondations.
Brabant flamand alterne les couleurs de ses paysages ruraux, comme s'il cherchait à défendre son identité face à l'élargissement inéluctable des villes. Au milieu des arbres, survit encore une communauté au mode de vie alternatif. De Bereklau est né il y a plus de 30 ans du nom d'une fleur, la berce en français. Une plante qui devient venimeuse quand elle est trop exposée à la lumière. Ça a commencé vers la fin des années 60, début des années 70. Des citadins partageant les mêmes convictions ont commencé à parler de jardinage biodynamique et de retour à la campagne. Il y avait une certaine lassitude de la ville et il y a eu un mouvement général, un peu pareil à ce qu'on observe aujourd'hui. Des jeunes partant vivre ensemble à la campagne. Ça a commencé avec un groupe de 3 personnes. Le lendemain, on était 4 et le surlendemain 5. Ça se passait bien. Au début, il faisait beau, puis l'hiver est arrivé. On a fait du feu pour se chauffer. Ça faisait partie du jeu. C'était un retour à la nature. J'ai maintenant 69 ans et quand je dis ça, les jeunes pensent à 1969 et à Woodstock. Il n'y a pas vraiment de philosophie derrière tout ça. Pour moi, c'est juste parce que je suis l'aîné de 10 enfants d'une famille d'agriculteurs où tout le monde était le bienvenu. Maintenant, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a plus de demandes de cas psychiatriques ou de SDF. Il y en a eu 3 l'année dernière. Je bent de grootste vrouw en je bent groter dan ik. Ja, dat is waar. Ik ben groot, hè? Ah. Ik denk dat voor iedere persoon... Je crois que tous ceux qui viennent ici ont une histoire différente. On est libre de venir et d'y rester, mais il faut pouvoir fonctionner dans le groupe. Si vous venez et que vous ne vous entendez pas vraiment avec les personnes présentes ou que vous ne partagez pas leurs idées, vous sentirez de vous-même que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous devez poursuivre votre route. Si au contraire, vous vous trouvez ici, vous vous sentez à votre place et vous trouvez ça trop cool, vous vous intégrerez sans problème dans le groupe. C'est moi qui paye toutes les factures avec ma pension. La plupart des gens ici n'ont pas d'argent, ou très peu. Quelques-uns travaillent à mi-temps et participent aux frais qui couvrent la nourriture et les premiers besoins. On va au marché 2 fois par semaine pour récupérer les invendus quand le marché est fini. On y reçoit des choses, mais on rend des services en échange. Un diplôme universitaire, c'est bien, mais si vous savez maçonner, plafonner, réparer un toit, travailler le bois ou le métal, c'est un plus. L'artisanat est plus important pour nous. Savoir faire quelque chose de ses mains. How I
Un changement s'impose. Beaucoup de jeunes commencent à en prendre conscience. Beaucoup de nos amis vivent ensemble dans des yourtes, des roulottes ou des camions. Il faut changer quelque chose à l'ensemble du système, non? Il n'y a pas de seconde planète. Enfin, peut-être bien, mais je pense que la nouvelle génération va régler le problème. Elle arrive vite. Et les enfants grandissent. Plus vers l'ouest, à la limite des champs du Brabant flamand, alors que le grondement de la ville de Bruxelles frémit déjà, l'aéroport national se dévoile sur un plateau culminant. Tributaires des vents d'ouest, les avions qui décollent d'ici vrombissent au-dessus de la ville toute proche. Dans un amalgame de tours et de boulevards, noyés dans la ville, Yves Wouters résiste avec un reliquat de verdure et des sons de campagne. Ferme urbaine, c'est surtout accueillir les gens, leur permettre de découvrir différents animaux de la ferme, de montrer qu'en fait on peut vivre avec eux. Les gens sur le quartier sont assez craintifs, hein, c'est pas un quartier aisé, quoi. On a de la prostitution, on a de la délinquance. Les gens évitent un peu ce quartier. Mais donc en découvrant cet espace, ça permet de donner une autre image, de faire rencontrer des habitants de ce quartier, de les mélanger à d'autres personnes de la population. Moi j'habite dans l'immeuble juste là à côté, là. L'immeuble qui est là-bas. Quand on rentre ici, on oublie qu'on est en ville. À la limite, c'est bruyant, mais à un moment donné, quand on a un peu l'habitude, on n'entend même plus les voitures. Enfin, moi, je suis en symbiose avec ici, quoi. La preuve, c'est que j'ai fait la statue là-bas. C'est pour donner à boire aux oiseaux et tout ça. Enfin, tous les animaux qui veulent. Chavez, Isaac. Ils sont magnifiques. Aussi, ils viennent de loin. Il y a du personnel qui est mobilisé pour s'occuper du nourrissage des animaux. Il y a du personnel qui s'occupe de l'entretien du parc. Et puis il y a du personnel qui encadre les écoles et les associations qui viennent ici et à qui on propose toute une série d'activités. Ça m'arrive en langue peul quand je suis seul, je m'exprime beaucoup mieux en langue peul et ça m'arrive souvent de les parler peul. Dans quelques temps, il va me comprendre. Ouais. On est occupé à habituer le cheval à circuler sur le quartier. On peut encore craindre certaines réactions parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a des bus, des trams, il y a les pompiers, il y a des cyclistes qui ne font pas attention. Donc, c'est pas grave. Il s'appelle Joe. Le cheval est un lien social naturel, donc il attire les enfants, il attire les personnes en rue donc pour le caresser, etc. Et par ce biais-là, on peut commencer à entamer la discussion sur l'importance du compostage en ville. Bien, on va le mettre dedans. Voilà, hop. La personne va
contribuer à la récolte des épluchures, mais va venir chercher le compost en finale ici. Donc on va pouvoir le réutiliser. De nouveau, on essaye de faire une boucle et le cheval est là justement comme lien. La ferme, c'est un émerveillement. Mais ça garantit déjà un espace vital pour les animaux, un espace de bien-être pour les Bruxellois qui peuvent venir s'y promener. Puis bon, les immeubles qui sont autour, on est en contact avec tous ces gens-là aussi et qui font de la ferme un lieu important pour eux parce qu'ils n'ont pas de jardin, parce qu'ils n'ont pas d'espace à eux. En s'élevant vers le sud-est, le poumon de Bruxelles offre son amplitude. La forêt de Soignes est un contraste saisissant avec la ville toute proche. 5000 hectares d'arbres d'essence et de classes d'âge différentes. Ce type forestier, lumineux et varié, est une niche écologique pour un grand nombre d'espèces animales et végétales. Le lion de Waterloo trône sur la morne plaine. Sa gueule ouverte est tournée vers la France de Napoléon, vaincu en 1815. Sa patte posée sur un boulet de canon représente la paix. En volant vers l'ouest de la Belgique, les terres du Hainaut occidental se dessinent. Le pays des collines fait place au pays blanc, qui doit son nom à l'exploitation de la chaux de couleur blanche qui recouvrait les maisons au XIXe et XXe siècle. Les ressources minérales du Tournésie, héritières d'une histoire géologique longue de plus de 500 millions d'années, sont aujourd'hui encore toujours exploitées pour la fabrication du ciment, une richesse wallonne réputée à travers le monde. Au bord de l'Escaut, les fours à chaux du rivage Saint-André témoignent de l'histoire industrielle de la Wallonie picarde. Au sommet de ces anciens fours, une fondation a décidé de créer un lieu dédié à la mémoire. Dans les bois du jardin des passeurs de mémoire, chacun peut venir planter une colonne à son nom et laisser une trace symbolique de son passage sur Terre. Une manière de transmettre de son vivant des messages aux générations futures. André Huet, porte-parole de la Fondation, a lui aussi planté son passe-mémoire. Ces passe-mémoire, c'est quoi? Bon, physiquement, ce sont des colonnes où se trouvent notés les noms des personnes qui ont décidé de s'arrêter ici, d'avoir un passe-mémoire, et colonnes sur lesquelles elles peuvent aussi soit mettre une dédicace, soit demander une création ou elles-mêmes apporter quelque chose qui laisserait comme un message qui permettrait aux gens qui vont dans ce parc, dans ce jardin, de dialoguer et faire de ce lieu un lieu d'échange, de contact serein, à la différence des cimetières qu'on connaît généralement chez nous, qui sont assez froids, assez organisés. Mais la première fois que j'ai visité ce jardin, je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Puis alors j'ai fait le tour, j'ai lu les différentes dédicaces à droite et à gauche. Et ce que j'en ai ressenti, c'est qu'on était bien ici. Qu'on se sentait à l'aise, qu'on se sentait serein, environné par un tas de choses qui sont merveilleuses, sur le soleil, sous la pluie, sous la neige. Donc j'ai vraiment voulu que mon passe-mémoire soit planté face à l'église de mon village, qui a vu passer tous les événements de la famille, des tristes, des moins tristes, des très gais. Mais c'est un petit peu toute l'histoire de ma famille qui se déroule.
J'ai eu un grand-père, chauffournier. Il exerçait ce dur métier de chauffournier. Et je me souviens, petite fille, en été surtout, j'allais lui porter de la boisson, tellement il souffrait de cette chaleur, ces flammes qui venaient vers son visage. Et je le vois encore avec ce grand outil. Et bon, ce grand-père que j'aimais beaucoup, c'est aussi en pensant à lui que j'ai fait cette démarche. C'est un environnement qui n'arrête pas de bouger, qui suit le rythme des saisons, de la nature. Et c'est pour les gens aussi une manière de s'inscrire quelque part dans le paysage. De nos petites morts jaillissent des nouvelles naissances riches en vivance. J'ai écrit ça très laborieusement, mais je l'ai écrite parce qu'elle venait de mon cœur. Et si quelqu'un passe un jour devant mon passe-mémoire, s'il peut lire la phrase, et si ça peut l'encourager à continuer ce qu'il a commencé, on ne sait jamais, eh bien, ce serait fabuleux, quoi. Le pays blanc s'éloigne pour laisser la place au pays noir, dont l'industrie charbonnière a façonné les profils du borinage. Des terrils protègent les camps scouts. Le dernier châssis à molettes de la région de Mons culmine à 64 mètres. Le site du terril de Marcasse est aujourd'hui devenu une réserve naturelle gérée par Natagora. Odile, gestionnaire bénévole, a compris à quel point le biotope d'un terril est enchanteur. Quand je peux me rendre ici après l'école ou pendant les examens, voilà. Déjà le fait de prendre le vélo pour venir de chez moi jusqu'ici, c'est déjà une bonne bouffée d'oxygène, c'est super agréable. Et puis alors arriver ici avec le chant des oiseaux, le vent qui souffle dans les arbres et les jolies plantes qu'il y a ici, les odeurs agréables qu'on peut y retrouver, et puis la vue magnifique. Non, c'est vraiment super, c'est vraiment la petite bouffée d'oxygène après la journée, quoi. Moi, j'ai une maman qui est née ici dans le Borinage, donc qui a toujours vécu dans ce paysage. Et puis un papa flamand qui, lui, s'est passionné pour cette région et qui nous a toujours dit « mais c'est beau où vous habitez ». Et moi, j'ai jamais trouvé cette région belle. Enfin, je m'y suis pas spécialement plu quand j'étais jeune. Et puis un jour, je me suis dit bah, voilà, il faudrait que je m'intéresse plus à la nature qui nous entoure. Et j'ai commencé à m'intéresser aux terris. Et puis depuis le jour où je côtoie le milieu des terris, que je passe du temps sur les terris, j'accepte beaucoup plus le fait de vivre dans cette région et je la trouve de plus en plus magnifique. On appelle cette région le Pays Noir parce que donc, dans les années 1800 et début des années 1900, on y travaillait dans les mines et on y extrayait le charbon. Et puis les gens, quand ils sortaient de la mine, ils étaient tout noirs et ça semblait vraiment être une région noire. Donc, voilà. Pour atteindre le charbon, qui était la matière recherchée, on devait d'abord extraire le schiste et le grès, qui étaient des roches inutilisables et qu'on venait amasser ici sur les terres et puis qui, au fur et à mesure du temps, ont formé donc, le terril. Donc Natagora, c'est une organisation qui s'occupe de la protection des espaces naturels et donc aussi des espèces naturelles qu'on peut retrouver en Belgique, où on est une petite équipe de bénévoles qui viennent s'occuper d'entretenir ces espaces naturels pour que des plantes indigènes puissent y pousser. Ici, la plante que j'ai devant moi s'appelle du genêt. Donc c'est une plante assez particulière par sa jolie fleur jaune et par ses haricots qui sont caractéristiques de sa famille, qui est la famille des fabacées. Et elle apprécie particulièrement les sols comme ici le terri, donc des sols secs et chauds.
Si on laissait faire, l'évolution du terri, ce serait juste des bouleaux, des buddléas qui sont une plante, qui est une plante non indigène qui devient invasive et qui prendrait vraiment toute la place au détriment d'autres plantes. Observer les plantes, c'est reposant. Je crois que c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend le plus, en venant. Et puis on les reconnaît mieux quand on les touche, quand on les sent. Parfois on dit aussi qu'en les mangeant, ça aide à connaître mieux la plante, en connaissant son goût. Maintenant ça a un certain risque, mais voilà. Non, les plantes sauvages, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et puis c'est beau, quoi. Dans la région qu'on appelle le Parc des Canaux, l'ancien ascenseur funiculaire de Strépitieux vit dans l'ombre du colosse de béton qui le remplace. Un ascenseur à bateau géant de 150 mètres de haut qui rachète à lui seul une dénivellation de 73 mètres. À peine plus loin, sur le canal reliant Bruxelles-Charleroi, le plan incliné de Ronquière guette le passage des péniches. Mis en service en 1968, il constitue une curiosité technique jamais égalée. Les péniches embarquent à bord d'un bac et parcourent plus d'1 kilomètre sur des chemins de roulement, compensant une dénivellation de 68 mètres. Dans les entrailles de Charleroi, à Marchienne-au-Pont, les anciennes forges sidérurgiques de la Providence se sont reconverties pour devenir le Rockrill, un lieu de création alternative. Benito, artiste sérigraphe, connaît les lieux depuis son enfance. Maintenant, nous, on dit que c'est la campagne, même quand les gens nous disent que c'est pollué. Ici, on dit « Oh, tu rigoles, c'est la campagne, ici. » Avant, tu n'aurais même pas osé, tu voyais pas le ciel, c'était bourré de soufre, de fumée jaune. Nous, on sait que c'est un lieu de mémoire, mais quand on était gosse, quand on passait devant et que ça fonctionnait, on nous disait hey, si tu travailles mal, hein, c'est là que tu vas aller travailler. Hein. On s'est tous dit qu'on avait mal travaillé parce qu'on est tous ici. Quoi. Ici, on est dans les forges de la Providence. Le lieu-dit, il date de 1832. Ça a vécu jusqu'en 1985. Donc ça a vécu, on va dire, 150 ans. Et où je me trouve, ça n'a pas bougé depuis 1920. Le Rockrill, c'est devenu un centre culturel. Voilà, c'est devenu un centre culturel. Ça fait même un peu pompeux. Et on est une multitude d'artistes. On a plusieurs casquettes parce que tu sors les poubelles, en même temps tu fais un t-shirt, tu vas jouer de la musique, ou tu sers au bar. On a toujours été des récupérateurs. Finalement, la débrouille, c'est ça. En 92, j'ai fait une exposition ici. C'était déjà ma vision de sculpture, peinture, musique, photo, cinéma, manger dans les forges, enfin la totale. Quand on s'est rencontrés des années plus tard avec des amis, parce qu'on est tous des amis d'enfance, mais le truc c'était de recréer un peu cet espace comme ça, multiculture. On va dire qu'on est tous des enfants de Warhol, peut-être, mais avant de connaître Warhol, je connaissais les usines. Les photos de la Providence, mais tu vois déjà le plan. T'as la petite partie et derrière, c'est une vaste plaine, mais industrielle. Par rapport à cette table, eh ben, l'usine dans laquelle on est, c'est peut-être ce doigt-ci, quoi. Et c'était tout ça qui était la Providence. On se rend compte que c'était une ville, quoi. T'avais la mine,
La mine qui produisait pour l'électricité, qui produisait les hauts fours d'eau, qui produisait partout ici. C'est en milliers d'hommes qu'on parle. C'est le pays noir, c'est le pays noir. Mais nous, on a toujours dit qu'on remettait en couleur le pays noir. On a toujours dit, on est là pour décorer notre ville, pour mettre une ambiance. Quand tu es ici, tu te sens bien. Tu sais, déjà, quand tu peux avoir un petit atelier comme ça pour délirer, pour faire plaisir aux gens qui repartent avec un petit bout du Rockrill. Tu vois, que ce soit un petit autocollant, imprimé sur un t-shirt. Et voilà. Très bien. Moi, je dis souvent aux gens qu'on est des grands romantiques. Parce que les romantiques du 19e siècle, ils allaient avec leur Ducinet, tu vois, ils avaient des super villas. Et puis, ils s'étaient fait faire des fausses ruines, quoi, pour leur faire une ode. Alors, ils se faisaient des fausses ruines comme ça dans leur jardin. Nous, ben, ça va, quoi, on a plein de ruines, nous, on aime bien, tu vois. On est moderne, tout le monde veut cette tôle rouillée. Ben, nous, on a du rouillé, de la poussière, tant qu'on en veut. La moyenne Belgique est une terre riche d'histoire, qui cultive aujourd'hui un caractère bien à elle, porté par des hommes et des femmes conscients de ses trésors. Ces horizons se dessinent au fil des époques, mais la terre du milieu continuera encore longtemps à laisser respirer ses paysages.